Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va continuer de parler de la conférence de Monsieur Courtillot. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà traité la première partie de la conférence dans une autre vidéo. On parle ici d'une conférence où un grand scientifique français défend des thèses climato-sceptiques. Que vous connaissiez Monsieur Courtillot ou non, que vous soyez climato-sceptique ou pas, ce sera l'occasion d'apprendre plein de trucs sur le climat et l'argumentaire climato-sceptique. La seconde partie de la conférence traite du passé, mais on va le faire en deux fois. Parce que Monsieur Courtillot analyse deux échelles de temps très différentes. On va d'abord s'intéresser aux températures du dernier millénaire, et notamment à ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval, une période climatique plus chaude autour de l'an 1000. Tout ça va nous amener à parler de la fameuse courbe en forme de crosse de hockey et de plein d'autres sujets intéressants. Deuxième point, la vision que nous avons aujourd'hui du réchauffement climatique a été construite de façon pédagogique, que j'enseignais encore à mes élèves parce que je croyais que c'était vrai il y a 3 ou 4 ans. Donc à l'université, j'enseignais ces diapositives que vous allez voir. Une courbe due à un scientifique qui s'appelle Mann, qui s'appelle la courbe en crosse de hockey. Vous voyez pourquoi ça ressemble à une crosse de hockey. Cette fois-ci, nous reculons dans le temps. C'est très important d'essayer de comparer le climat du dernier siècle au climat des derniers 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. C'est le travail de l'historien, de l'archéologue ou du géologue, quand on recule dans un temps très ancien. Ce qu'a fait M. Mann et beaucoup de ses collègues et beaucoup d'autres personnes depuis, c'est de compiler des données qui vous indiquent la température depuis l'an 1000, mais comme entre l'an 1000 et l'an 1800, il n'y avait pas de thermomètre, ou en tout cas il n'y avait pas de thermomètre sur la Terre entière, eh bien ce dont on se sert, c'est les anneaux d'accroissement des arbres. Donc on coupe des arbres dans des tas d'endroits autour du monde, on les date, on regarde l'épaisseur de leurs anneaux, et on pense que l'épaisseur de l'anneau est à peu près liée à la température. Ça vous donne les données en bleu-vert. Par contre, les données en orangé sont celles qui sont obtenues avec des vrais thermomètres, ce sont des mesures physiques. Vous voyez qu'il y a une accélération fantastique, c'est le fameux réchauffement climatique depuis 1900, et vous voyez que sur cette courbe, ce réchauffement semble sans précédent au cours des 1000 précédentes années, et c'est ce que vous entendez dire presque partout dans tous les rapports qu'en font les médias, les rapports officiels. Le problème, c'est que cette courbe est fausse, et c'est désormais démontré par plusieurs équipes indépendantes. La courbe de Mann a une telle importance dans la culture climato-sceptique qu'il va falloir faire un petit point historique. Dans le premier rapport du GIEC, en 1990, on voit une période chaude au Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval, et il est ici plus chaud que les températures du XXe siècle. Du coup, un des grands arguments climato-sceptiques est né. C'était plus chaud avant, donc le changement en cours n'est pas grave. Je sais que les plus curieux d'entre vous voudront savoir d'où vient cette courbe. Alors j'ai un peu creusé. Déjà, leur donnée est mal définie dans le premier rapport du GIEC, mais une gradation est très proche d'1 degré. On regarde donc un optimum climatique médiéval d'environ 1 demi-degré. Ensuite, c'est une courbe qui vient d'une publication de 1982, mais les données sont déjà disponibles dans une précédente publication de 1965. C'est une reconstruction des températures du milieu de l'Angleterre. On a donc une reconstruction ancienne et locale de température, ce qui fait 2 gros défauts. Mais pendant longtemps, c'était une des très rares courbes disponibles parce qu'on avait très peu de données. Son auteur était un des pionniers des reconstructions de température. Il a été le directeur fondateur du Climatic Research Unit, un des principaux centres de recherche sur le climat. Il a supporté dès 1976 l'idée que l'homme était en train de modifier le climat. Autant vous dire qu'il n'aurait pas apprécié la façon dont les climato-sceptiques ont utilisé sa courbe. Heureusement pour lui, il est mort avant la polémique autour de la courbe en forme de crosse de hockey. Dans le second rapport du GIEC, d'autres reconstructions sont montrées, mais je n'en ai pas trouvé qui couvre la période 1000-1500 qui nous intéresse ici. Faut bien comprendre qu'à l'époque, on avait encore peu d'éléments. Mais en 2001, dans le troisième rapport du GIEC, tout change. Plusieurs reconstructions concordantes donnent une vision différente du passé. Pour rappel, le GIEC ne produit aucune matière et ne fait que résumer le consensus scientifique. Le consensus scientifique n'est pas une vérité absolue, c'est la position déduite de l'ensemble de la littérature scientifique sur la question. Elle est donc vouée à évoluer avec les nouveaux éléments scientifiques à la disposition de cette communauté. Parmi ces reconstructions, celle de Mann est particulièrement mise en avant. C'est la fameuse courbe en forme de crosse de hockey. Et je pense que vous comprenez tous pourquoi on lui a donné ce surnom. L'article de Mann est intéressant à lire et j'aimerais attirer votre attention sur le tableau où il donne l'origine de ces proxys. On voit qu'il y en a 7 basés sur la largeur des anneaux des arbres, 2 sur la densité du bois et 3 sur des carottes de glace. On voit également que nombre de ces proxys ne sont pas basés sur l'Europe. Je vous conseille de retenir ces 2 petits points. Je vais souvent utiliser le mot proxy dans cette vidéo. Un proxy est un élément dont des caractéristiques physiques donnent une idée du climat du passé. On utilise de nombreux proxys différents, comme les carottes de glace, les anneaux d'accroissement des arbres, les carottes de sédiments lacustres ou océaniques, ou encore les coraux.
La liste est longue et expliquer comment on utilise chacun d'eux prendrait un temps fou. Mais je pense que vous avez compris le principe. La courbe de Mann remonte à 1999 mais attire l'attention quand elle est publiée dans le 3e rapport du GIEC en 2001 pour une raison assez évidente. En améliorant notre compréhension du passé, on se rend compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait avant, il fait plus chaud aujourd'hui que pendant l'optimum climatique médiéval. Mann se retrouve malgré lui au milieu d'une énorme controverse. Tout ça parce que ses travaux changent considérablement la vision que l'on a du passé. Certaines critiques viennent du milieu scientifique qui demandent des corrections du traitement statistique utilisé par Mann et ses collègues. Ces critiques légitimes sont intégrées mais ne changent pratiquement rien à la courbe. Des critiques plus violentes viennent par exemple du George C. Marshall Institute, un think tank conservateur qui reçoit 715 000 $ de financement d'ExxonMobil entre 1998 et 2008. ExxonMobil est une très grosse société pétrolière et gazière américaine et on a de nombreuses preuves qu'elle a organisé la désinformation sur le changement climatique. La courbe de Mann et de ses collègues se retrouve sous un feu nourri de la part de tous ceux qui veulent déformer les connaissances scientifiques sur la question du climat. Et ça va très très loin. Ils subissent les investigations d'un membre du Congrès qui les somme en 2005 de donner toutes leurs données et informations personnelles alors que les données à la base de la courbe étaient déjà entièrement disponibles. On ne va pas plus s'étendre sur cette longue controverse et je renvoie les plus curieux vers les liens en description. En plus, si je détaille maintenant la controverse, je risque de spoiler un peu sur ce qu'on peut penser de la courbe de Mann. Parce que oui, vous l'aurez compris, il va falloir nous faire une idée sur la courbe la plus représentative du passé. Mais je tenais vraiment à vous parler de cette histoire. Si vous voulez un exemple d'un scientifique qui a pris un paquet de coups pour ses travaux, vous pouvez vous intéresser à Mann et à la controverse autour de sa courbe. C'est aussi une belle illustration de la façon dont certains lobbies désinforment sur cette question et du fait que le politique essaye parfois d'étouffer l'état des lieux scientifiques par idéologie. Il ne reste plus qu'à espérer que ce soit une mauvaise habitude plus présente aux États-Unis qu'ailleurs. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, écoutons Monsieur Courtillot pour voir ce qu'il a à opposer à la courbe de Mann. L'équipe que vous voyez en haut ici, dirigée par M. Moberg, qui fait partie du même centre de recherche anglais qui fabrique les courbes et qui a publié dans la revue Nature, donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à cela, eh bien il s'est aperçu qu'il y avait une erreur fondamentale dans la courbe de Mann, que j'ai reproduite en dessous, c'est que les anneaux d'accroissement des arbres, quand la température change très vite, les anneaux changent très vite d'épaisseur, donc ils enregistrent bien les variations rapides de la température, mais quand vous avez 70 ans où il fait très chaud ou très froid ou très sec ou très humide, l'arbre s'adapte. Et donc, il élimine les signaux de longue période. En revanche, ces signaux de longue période, de longue durée, ils sont très bien enregistrés dans les sédiments par des isotopes. Alors, je pourrais vous raconter comment, je n'ai pas le temps de le faire, mais grâce aux isotopes de l'oxygène qui sont sensibles à la température, si vous faites une carotte dans les sédiments qui correspondent à ces 1000 dernières années à la surface de lacs très calmes ou dans certains océans, eh bien, vous retrouvez les valeurs très lentes qu'avaient raté les anneaux des arbres, et quand vous mélangez tout ça, eh bien, vous avez la courbe du haut, qui est la courbe de Mann, corrigée par Moberg. Et vous voyez apparaître ces grandes fluctuations qui font qu'en l'an 1000, il faisait chaud, avant l'an 1000, il avait fait froid. Entre l'an 1000 et 1870, il y a une période très froide qu'on a appelée le petit âge glaciaire, et vous voyez notre réchauffement actuel qui est incontestable, mais qui n'a plus du tout la même amplitude. Il est un peu plus fort, semble-t-il, dans cette courbe que les températures de l'an 1000, mais pas si différent que ça. Et pour ceux d'entre vous, il y en a beaucoup ici sans doute qui le connaissent, c'est l'immense travail historique depuis 40 ans du professeur Leroy-Ladurie qui a regardé le prix de la vigne, les dates des récoltes, le prix du blé, et qui, grâce à ces indicateurs indirects de la productivité agricole, a reconstitué le climat de l'Europe et a trouvé en effet qu'un optimum climatique avait existé au Moyen-Âge et qu'il y avait eu un petit âge glaciaire et que nous étions en train de sortir de ce petit âge glaciaire. Donc oui, nous nous réchauffons, oui, nous sortons d'un petit âge glaciaire, mais tiens, est-ce que la température actuelle est si différente que cela de la température d'il y a 1000 ans ? Si on jette un coup d'œil à l'article de Moberg, on voit une belle figure qui montre l'emplacement des différents proxys. On peut remarquer qu'on est loin de couvrir correctement la planète et qu'il manque notamment tout l'hémisphère sud. On peut donc s'attendre à ce que les travaux suivants fassent encore évoluer cette courbe. Dans l'article, on trouve aussi la figure que présente Monsieur Courtillot. L'article de Moberg a 6 ans de plus que celui de Mann et a donc profité de l'évolution des connaissances, des techniques et surtout de nouveaux proxys. Il est publié dans un bon journal. Il donne donc probablement une meilleure représentation du passé que l'article de Mann. D'ailleurs, le but de l'article, celui mis en avant par les auteurs, est de venir compléter la courbe de Mann avec de nouveaux éléments. Regardons de plus près les courbes de Mann et de Moberg. On dirait que Moberg, que Vincent Courtillot oppose à Mann sur l'optimum climatique, arrive exactement à la même conclusion. La différence se fait sur le petit âge glaciaire qui apparaît dans la courbe de Moberg et pas dans celle de Mann. On reparlera un poil plus loin du petit âge glaciaire et du nom très pourri qu'on lui a donné. L'article de Moberg ayant pour but de compléter la courbe de Mann, il y a même une figure où les deux courbes sont superposées. Tiens,
On dirait que Moberg ne change rien à l'écart qu'il y a entre l'optimum climatique médiéval et les températures d'aujourd'hui. Je pense qu'il est assez facile de comprendre pourquoi M. Courtillot n'utilise pas cette courbe, qui est pourtant parfaitement adaptée quand on veut comparer Moberg et Mann. D'ailleurs, comment fait-il pour faire dire à l'article l'inverse de ce qu'il montre? Eh bien, sur cet aspect, je vais vous donner une petite astuce pour ne pas tomber dans tous les pièges. Méfiez-vous des gens qui vous présentent des figures dont ils font exprès de cacher les échelles. Il n'y a aucune raison honorable de cacher les échelles d'une figure. En bref, on voit que la température de ce fameux optimum climatique médiéval est bien inférieure à celle de 1998. Et le réchauffement climatique ne s'est pas arrêté en 98. D'après le jeu de données de la NASA, l'année 98 présentait une anomalie de 0,63 degrés pour 1 degré en 2016. Pratiquement 0,4 degrés en 18 ans. On est vraiment très loin des estimations que l'on a pour l'optimum climatique médiéval, qui est dépassé de près de 1 degré aujourd'hui. Pour mieux analyser la suite du propos de M. Courtillot, on va traiter à part une petite anecdote. Je rappelle tout simplement que quand les Vikings ont colonisé le Groenland, eh bien, ils avaient des animaux, il y a des églises, des maisons, des cimetières, des traces de champs et de cultures qui sont aujourd'hui au bord de la glace ou sous la glace. Donc quand vous entendez dire « jamais le Groenland a été si petit », c'est tout simplement faux. Les glaces du Groenland étaient sensiblement plus rétrécies et la température plus chaude en l'an 1000. Les Vikings au Groenland sont un poncif du discours climato-sceptique, alors autant l'adresser. Éric le Rouge se fait bannir d'Islande pour meurtre autour de 985 et vient coloniser le Groenland qu'il nomme Terre Verte dans une tentative de rendre l'endroit plus attractif pour ses compatriotes. Les Vikings s'installent sur la côte ouest sur des terres qui n'étaient pas recouvertes par le glacier à l'époque et ne le sont toujours pas aujourd'hui. Vous trouverez de nombreuses photos des ruines et pourrez vous convaincre que ces ruines ne sont pas couvertes par les glaces en été. Mais pourquoi une telle fascination des climato-sceptiques pour ces colonies vikings? Parce que les reconstructions du climat nous montrent effectivement que le climat du Groenland était plus chaud pendant l'optimum climatique médiéval que sur la période 1961-1990. L'anomalie de température par rapport à la même référence est représentée pour une période plus récente. On peut voir que le changement en cours est bien mieux réparti dans l'hémisphère nord que l'optimum climatique médiéval qui semble très concentré sur le Groenland. Le Groenland était un cas particulier à l'époque et la capacité des climato-sceptiques à sélectionner les données qui les arrangent les mène naturellement à le mettre en avant. C'est ce qu'on appelle le cherry picking. Le refroidissement local du Groenland à la fin de l'optimum climatique médiéval complique un peu la tâche des colons. Le déclin des colonies vikings est également lié à d'autres facteurs et c'est un sujet à part entière. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que oui, il y a eu un optimum climatique médiéval visible au Groenland et qu'il a même été beaucoup plus visible ici qu'ailleurs. C'est pourquoi le Groenland sera systématiquement cité. Notre connaissance du climat passé permet à ceux qui y ont accès de sélectionner les exemples qui les arrangent pour venir appuyer leur théorie. Pour le Groenland, cette période n'est même pas une des plus chaudes. C'est une des régions du monde qui a vu au cours de l'Holocène des changements parmi les plus rapides et les plus violents. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est une des régions qui change le plus vite. Concernant l'affirmation que le glacier qui recouvre le Groenland aurait été sensiblement plus rétréci en l'an 1000, eh bien il est difficile de se prononcer. Estimer la masse du glacier aujourd'hui n'est pas une mince affaire et je ne crois pas qu'on ait moyen d'estimer la masse de glace de l'époque. Je ne sais pas sur quoi M. Courtillot se base pour affirmer ceci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la calotte glaciaire du Groenland perd des milliards de tonnes de glace chaque année, même si ça ne représente qu'une toute petite proportion de cet énorme glacier. Si on continue ce bon boulot, on devrait battre les précédents records de l'Holocène, si ce n'est pas déjà fait. Une fois qu'on a parlé séparément de cette anecdote, on peut écouter le reste du propos de M. Courtillot. Après la courbe de Moberg, il parle d'autres travaux. Eh bien, je vais vous montrer un résultat un peu dense, mais extrêmement récent, un papier qui vient de sortir, qui est très important, par un spécialiste suédois des arbres, qui a repris la base des données des anneaux d'accroissement des arbres. Il a étudié 600 arbres, dans laquelle il a étudié non seulement l'épaisseur des anneaux, mais en faisant passer ces tranches de bois aux rayons X, comme quand vous passez aux rayons X chez le médecin, il a mesuré la densité. Et il a montré que la densité des arbres est un bien meilleur indicateur de la température que l'épaisseur des anneaux. Regardez les deux courbes en bas à gauche de ma figure. Je vais vous les expliquer rapidement. On a aligné tous ces arbres en fonction de leur âge à eux. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la naissance de l'arbre et à droite, vous avez 300 ans. Donc ce sont des arbres, pour la plupart d'entre eux, qui ont vécu 300 ans. Et la courbe que vous voyez en haut, eh bien, c'est la courbe de réponse au cours de l'âge d'un arbre, de la façon dont il fait évoluer la densité de son bois. Vous voyez que cette courbe est plate. Ça veut dire que la densité du bois connaît fort peu l'âge de l'arbre. Un arbre jeune fabrique un bois de la même densité qu'un arbre vieux. En revanche, la courbe du dessous, qui a cet énorme pic à gauche et qui descend vers la droite, eh bien, c'est l'évolution des épaisseurs d'anneaux. Un arbre jeune fabrique des gros anneaux. Un petit arbre fabrique de petits anneaux. Et ce dont s'est aperçu M. Grud,
c'est que ces anciennes courbes, comme celles de tous ses collègues, avaient une quantité d'arbres trop jeunes dans les périodes trop récentes. Et le résultat, eh bien, c'est la courbe que vous voyez ici, la courbe noire qui est en dessous, qui court depuis l'an 500 jusqu'à l'an 2000. Donc vous avez 1500 ans d'histoire. La courbe en noir, c'était la courbe de M. Greude et de tout le monde, à peu près, avant de s'être aperçu de cette erreur fondamentale due aux arbres jeunes qui font des anneaux trop gros. Quand vous corrigez de cet effet et que vous travaillez avec la densité, qui est une bien meilleure observation, et très peu de laboratoires dans le monde l'ont fait, c'est une des rares études qui existent, la courbe noire devient la courbe bleue. De façon intéressante, la première courbe de Mann était déjà partiellement basée sur la densité des anneaux, comme je vous l'ai montré avant. C'est dommage que M. Courtillot ne mette pas ça en avant. Et la conclusion de M. Greude dans son article, c'est qu'on a déjà connu un certain nombre de périodes. Oui, nous sommes dans une période chaude, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Il y en a eu d'analogues en 750, en 1400, en 1750 et surtout, pendant 200 ans autour de l'an 1000, le fameux optimum climatique médiéval qu'avait repéré depuis des années le roi Ladurie, il est bien partout présent en Europe et il est partout plus chaud qu'aujourd'hui. Ce travail tout récent, évidemment, il a un problème, c'est qu'il n'est valable que pour la Suède, les arbres du nord de la Suède. C'est par ici que j'ai extrait le passage sur les Vikings pour mettre M. Courtillot face à sa propre contradiction. Il nous explique que c'est valable pour toute l'Europe, puis il nous dit que c'est valable juste pour le nord de la Suède. En réalité, c'est valable juste pour le nord de la Suède. En fait, grâce au travail de Leroy Ladurie, on sait qu'il est valable pour toute l'Europe. Alors après, on vous dit, oui, mais comment vous savez que c'est vrai pour le reste du monde ? Le problème, c'est que toutes les autres courbes sont faites de la même façon et que dans les courbes anciennes, ce sont ces mêmes données de l'Europe qui donnaient leur poids à l'apparente accélération du réchauffement climatique. Je suis désolé, j'interromps beaucoup les propos de M. Courtillot, mais j'ai peur que l'on ait encore quelque chose de factuellement faux. Ni la courbe de Mann, ni celle de Moberg reposent sur l'Europe. L'hémisphère nord est clairement surreprésenté dans les données, surtout les plus anciennes, mais l'hémisphère nord ne se réduit pas à l'Europe. Avant de poursuivre, je vais laisser M. Courtillot conclure. Donc je pense que ces dernières données, vraiment scellent la fin de la célèbre courbe de Mann, qui pourtant a été dans les années 80 le déclencheur pédagogique de l'alerte rouge sur le réchauffement climatique. La courbe de Mann dont on parle depuis le début est de 1999 et n'a attiré l'attention qu'après l'apparition du 3e rapport du GIEC en 2001. Je doute sincèrement de son impact dans les années 80. Et que penser de cette étude restreinte au nord de la Suède à laquelle M. Courtillot accorde autant d'importance? Eh bien, elle peut être tout à fait correcte, mais elle n'est valable que pour le nord de la Suède, comme il l'a admis à demi-mot. Et surtout, l'argumentaire de M. Courtillot n'est pas cohérent. Dans la première partie, on a vu qu'il reprochait à la première itération de la courbe de Mann d'avoir raté d'importantes variations en se basant en bonne partie sur des arbres. Et il avait raison. Moberg avait une courbe plus crédible en incluant des carottes de sédiments et en ayant des proxys répartis dans l'hémisphère nord. Pourtant, après avoir soigneusement sélectionné une courbe qui irait dans son sens si elle était valable globalement, il est beaucoup moins critique sur le fait de n'utiliser que des arbres dans une reconstruction. M. Courtillot n'est même pas cohérent avec lui-même. D'ailleurs, la courbe de Mann avait aussi des carottes de glace et avait des proxys mieux répartis. La courbe de Mann de 99 est dépassée, on est d'accord, mais même elle est plus représentative de la température globale qu'une courbe valable uniquement dans le nord de la Suède qui ne prend en compte que des arbres. Pour juger si la courbe en crosse de hockey appartient ou non au passé, il faut donc préférer des reconstructions de température qui inclut des proxys bien répartis sur la planète et de différents types. Et il va sans dire que ce type d'approche est par essence plus précise et plus fiable que des analyses historiques de dates de récolte et des épluchages de registres marchands. Surtout que des reconstructions de température, je peux vous dire qu'il y en a un gros paquet. Déjà à l'époque de cette conférence, Mann lui-même avait révisé sa courbe avec les nouvelles données et trouvé un optimum climatique médiéval légèrement supérieur à celui de Moberg. Pourquoi M. Courtillot ne l'évoque pas ? Je pense que c'est intéressant de voir comment la science évolue, non? Mann n'est absolument pas resté arc-bouté sur sa courbe. Il a fait de son mieux avec les données et techniques disponibles et quand elles ont évolué ou quand on lui a fait des critiques justifiées, eh bien ces courbes ont également évolué. C'est ça la science. Évoluer avec les faits. Mann et ses co-auteurs continuent de publier sur le sujet et sont toujours considérés comme des références du domaine. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ils n'ont jamais été désavoués par leur communauté. Certes, ils se sont fait violemment attaquer par les républicains climato-sceptiques et ont subi une campagne de haine de la part des lobbies qui les informent sur le climat. Mais ça n'a pas eu tellement d'impact sur les faits, juste sur leur appréciation par une partie du public. M. Courtillot ne montre pas non plus le 4e rapport du GIEC, qu'il a pourtant lu et où on voit bien que les multiples courbes reproduites, dont celle de Moberg, ressemblent fortement à des courbes en crosse de hockey. Tout ça à cause du méchant réchauffement climatique qu'on est en train de se manger. Inutile de préciser que les températures ont continué de grimper depuis la conférence de Courtillot et le 4e rapport du GIEC. Qu'on le dise une fois pour toutes, les données, les faits, n'ont pas sonné la fin de la courbe en forme de crosse de hockey.
Les multiples réévaluations, réitérations, les nombreuses nouvelles données disponibles n'ont apporté que des courbes en forme de crosse de hockey. Sur ce point, le discours de Courtillot et celui des climato-sceptiques en général est en complet déphasage avec les faits. Devant la montagne de reconstruction montrant des courbes en forme de crosse de hockey qui s'appuient sur plein de proxys partout dans le monde, on vous oppose des petites manipulations, des figures dont on dissimule les échelles et des études soigneusement choisies pour se concentrer sur un bout de forêt au nord de la Suède. Bon, je vais profiter de vous avoir amené jusque-là pour parler des reconstructions postérieures à cette conférence de Monsieur Courtillot. Vu que les études scientifiques continuent de s'accumuler, autant les regarder. Ce sera l'occasion d'apprendre tout plein de choses sur le climat du passé. En 2013, une étude a fait pas mal parler d'elle puisqu'elle intégrait beaucoup de proxys, dont des proxys de l'hémisphère sud, ce qui est, comme on l'a vu, relativement rare. On a également des proxys de nature différente qui vont nous permettre de voir les variations rapides et lentes du climat. Cette reconstruction englobe tout l'Holocène et remonte donc à plus de 10 000 ans. La courbe grise est celle de Mann de 2008 qui était proche de celle de Moberg et montrait même un optimum climatique médiéval légèrement supérieur. Cette nouvelle reconstruction est globalement en accord avec les quelques reconstructions précédentes représentée en dessous. Elle est plus récente, dispose de plus de proxys et en a surtout dans l'hémisphère sud. Ces éléments en font une des reconstructions les plus intéressantes à regarder. En plus, un plus grand horizon temporel va nous permettre de prendre un peu de recul. Pour voir encore plus loin, on va se servir d'une autre reconstruction par la même équipe sur la sortie de la dernière période glaciaire. Ce n'est pas moi qui ai fait le collage des courbes, j'ai pris ça sur un site bien cool que j'en conseille aux plus passionnés d'entre vous d'aller voir. Sans surprise, on voit que l'optimum climatique médiéval est aujourd'hui largement dépassé, ce qui est la conclusion à laquelle arrivent toutes les courbes de reconstruction globale de température que j'ai trouvées. Mais on voit également que l'Holocène a été plus chaud. Il est possible qu'on ait dépassé le maximum de l'Holocène, mais ce n'est pas certain. Fort heureusement, on travaille dur et on émet plein de gaz à effet de serre pour battre ce maximum local. Bravo nous! Au passage, ça me permet de vous expliquer pourquoi le terme de petit âge glaciaire me paraît absolument ridicule. Cette période de léger refroidissement global a fortement marqué nos ancêtres. À titre d'exemple, 2 millions de personnes meurent de faim et de soif et la Seine gèle à plusieurs reprises sous le règne de Louis XIV. C'est grave. Mais ça n'a rien à voir avec une vraie période de glaciation au cours de laquelle l'Europe et l'Amérique du Nord sont partiellement recouverts d'épais glaciers. Lors de la dernière période glaciaire, l'accumulation de glace sur les continents impliquait un niveau des océans 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Ces périodes de glaciation sont très différentes de la période interglaciaire dans laquelle on vit. Le terme de petit âge glaciaire est une source de confusion dont certains discours manipulatoires se servent allègrement, comme le mythe classique d'un petit âge glaciaire qui nous tomberait dessus. Dans ce cas, on parle d'un possible ralentissement de l'activité solaire qui tomberait à son niveau très bas du petit âge glaciaire. Mais si ça arrive, parce qu'on est loin d'en être sûr, l'effet serait très limité. C'est ce qui est montré dans cet article où on voit que le passage par un minimum solaire équivalent à celui du petit âge glaciaire aurait un impact très limité sur les températures. Tout ça parce qu'une telle évolution de l'activité solaire est un changement négligeable devant les modifications du climat dues à nos activités et en particulier à nos grosses émissions de gaz à effet de serre. En bref, on a tellement modifié la planète depuis le petit âge glaciaire que même si on retournait dans les mêmes conditions d'activité solaire, la Seine serait très loin de geler. Mais surtout, méfiez-vous des vilains qui profitent de l'appellation petit âge glaciaire pour répandre des sornettes. J'aimerais attirer votre œil attentif sur un autre élément. Tiens, il n'y a que quelques degrés de différence entre l'Holocène et une période glaciaire. Si on ne regarde que la température globale, l'état climatique de notre planète en 2100 pourrait être aussi éloigné de l'état pré-industriel que cet état pré-industriel est éloigné d'une période de glaciation. Regarder notre climat avec un peu de recul permet d'avoir quelques repères pour se rendre compte de ce que quelques degrés peut signifier. Dans l'ensemble, le climat de l'Holocène est resté extrêmement stable, variant d'environ 1 degré en 10 000 ans. C'est cette stabilité du climat qui a permis l'agriculture et donc l'essor des civilisations. Nos lointains ancêtres ont connu des glaciations, mais aucune n'a eu lieu depuis l'invention de l'agriculture. Vu que c'est la stabilité du climat qui a permis l'essor de nos civilisations, ce serait relativement intelligent de vouloir y veiller. Et pourtant, lors de cette longue histoire, il y a eu de nombreuses modifications plus ou moins graves et plus ou moins localisées du climat. Certains de ces soubresauts du climat, difficilement perceptibles ici, ont jeté des civilisations entières à terre. Parfois, il n'a suffi que d'un volcan mal placé pour avoir des conséquences désastreuses. Pour ceux qui s'intéressent à l'impact de l'environnement sur les civilisations passées et inversement, je vous conseille Cataclysme de Laurent Testo, ma lecture de vacances. Et oui, il faut savoir rester fun même quand on est à la plage. Un dernier aspect à noter, c'est que la sortie d'une glaciation est considérée comme un événement brutal à l'échelle des temps géologiques. Gagner 3,5 degrés en 12 000 ans, c'est hyper violent. Pourtant, cette vitesse est ridicule par rapport au changement climatique induit par nos activités. On peut connaître une hausse similaire de température à l'échelle de quelques siècles. Et on n'a aucune trace d'un changement aussi brutal. D'après les connaissances scientifiques, un réchauffement climatique global de cette vitesse est absolument inédit. Et c'est deux aspects importants de la question du changement climatique que l'on ne différencie pas assez.
la température finale et la vitesse à laquelle on va l'atteindre. Globalement, c'est une mauvaise chose pour notre espèce que la planète se réchauffe, mais c'est une extrêmement mauvaise chose qu'elle le fasse aussi rapidement parce que ça prend de court beaucoup de mécanismes adaptatifs. Pour moi, c'est l'ironie de l'obsession des climato-sceptiques avec le passé. C'est quand on regarde vers le passé que les changements en cours font le plus peur. Ils sont conséquents par rapport à ce qu'on observe entre deux états très différents de la planète et ils se font à une vitesse inégalée. Certains climato-sceptiques essayent de convaincre et de se convaincre que l'optimum climatique médiéval était plus chaud qu'aujourd'hui, parce que ça prouverait, selon certains d'entre eux, que le réchauffement en cours est tout à fait normal. Mais même cet argument n'est pas recevable pour de nombreuses raisons. J'ai choisi de ne pas développer cet aspect par concision et parce qu'il n'y a plus aucune raison de penser que l'optimum climatique médiéval était plus chaud qu'aujourd'hui. Inutile donc de prolonger davantage cette vidéo, mais sachez que l'on comprend les mécanismes climatiques derrière l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire, et on comprend encore mieux ceux derrière le changement climatique actuel. J'ai l'impression que M. Courtillot a une attitude assez discutable sur cette partie de la conférence. Il fait dire à Moberg l'inverse de ce que dit son étude et est obligé de cacher l'échelle pour ne pas se faire griller. Incapable de trouver de reconstruction globale montrant un optimum climatique médiéval suffisamment chaud, il se rabat ensuite sur une étude qui se concentre sur un bout de forêt au nord de la Suède, basée uniquement sur l'analyse de bois alors qu'il critiquait cette approche chez Mann. Au passage, il fait croire qu'un point au nord de la Suède est représentatif de l'Europe et que les courbes actuelles sont basées sur l'Europe. Deux affirmations fausses. Et je vous passe les petites imprécisions factuelles, certaines probablement involontaires, on en fait tous. L'optimum climatique médiéval est aujourd'hui largement dépassé. La courbe de Mann a été vivement critiquée et ses auteurs se sont retrouvés sous un feu nourri de la part des climato-sceptiques. Les multiples reconstructions, les analyses et les travaux qui ont suivi ont fait évoluer cette courbe. On voit énormément de documents climato-sceptiques expliquant que Mann aurait fraudé, que sa courbe est fausse, qu'elle aurait été retirée des rapports du GIEC, etc. La vision que l'on a du passé a évolué depuis la première courbe de Mann, mais elle n'en est pas très éloignée. Le consensus scientifique ressemble méchamment à une courbe en forme de crosse de hockey, même si c'est difficile à avaler pour certains. On a aussi vu que le réchauffement climatique en cours est important et très rapide par rapport aux variations des derniers millénaires. Regarder le passé ne nous rassure pas franchement sur ce qu'on est en train de vivre. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère vous avoir appris plein de choses. Vous avez été nombreux à me demander une suite à la première partie de la conférence de M. Courtillot. Voilà, je l'ai fait pour vous. Et je vais continuer. Et oui, vous l'avez remarqué, ça ne concernait qu'un tout petit bout de la conférence de M. Courtillot. En fait, j'ai dû couper en deux la deuxième partie parce qu'il y avait trop de matière et surtout deux choses très différentes. La prochaine vidéo de cette petite série sera très intéressante et j'y parlerai des périodes glaciaires, interglaciaires et des cycles de Milankovitch. Si vous appréciez cette analyse ou mon travail en général, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et je remercie ceux qui me soutiennent déjà. En fait, c'est grâce à vous que je peux travailler. C'était le Réveilleur et à bientôt sur le net.